Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La Maison du développement durable est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement dans le cadre de la Journée internationale des monuments et des sites. Et cet événement est rendu possible avec Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal. Et il sera votre modérateur pour la journée, pour cet événement. Bonjour Dinou. Bonjour Maude, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir, oui. Oui, merci à la Maison du développement durable pour ce partenariat. C'est un projet formidable dans le milieu d'un secteur en transformation avec l'Esplanade tranquille et le quartier du spectacle, le cœur de la métropole culturelle. Je remercie également tout le monde qui a accepté l'invitation de se joindre à nous pour cette discussion sur le patrimoine et le climat. Et également nos trois panélistes qui ont des regards tout à fait experts et substantiels à partager avec nous. Je vous les présente rapidement dans l'ordre de leurs interventions. Et tout d'abord, Christophe Rivet, qui est le président d'ICOMOS Canada, c'est le Comité canadien du Conseil international des monuments et sites, qui est l'organisme international à l'origine de cette Journée internationale des monuments et sites qui se célèbre normalement le 18 avril, mais journée de congé oblige, on fait ça aujourd'hui. Deuxièmement, Marie-France Bellec, qui est architecte, ce magnifique métier, qui a un gros mandat sur les épaules avec la mise à jour du stock bâti, qui est un de nos plus grands capitaux environnementaux, surtout qu'on habite dans des bâtiments généralement. Et en dernier lieu, l'honorable Stephen Guilbeault, qui est le député de Laurier-Ville-Marie, donc la circonscription dans laquelle se trouve et la Maison du développement durable et Héritage Montréal, mais c'est également quelqu'un qui a été un artisan de beaucoup de changements. Alors, les trois vont faire une série des interventions courtes suivies d'une période d'échange. On va pouvoir recevoir, je pense, c'est toi, Maude, qui va nous communiquer quelques questions du public. Exactement. Je vais en profiter, Dinou, pour vous mentionner qu'en tout temps, les personnes peuvent écrire leurs questions dans la section questions-réponses au bas de l'écran Zoom. Et puis, à la fin, nous prévoyons effectivement une période pour y répondre. Merci. Bon, très bien. Merci encore. Peut-être un petit mot d'introduction sur cette question de patrimoine et climat. On peut presque dire qu'on est passé d'une certaine période d'ignorance à une période de reconnaissance et voire de connivence entre les deux. Vous savez, le patrimoine, c'est un porteur de sens. La crise climatique est porteuse d'urgence, on en parlera. Et deux anecdotes rapides pour camper un peu une perspective. En 2005, M. Guilbeault s'en rappellera parce qu'il suivait les COP religieux, je ne vais pas dire religieusement parce que c'est un officiel d'une administration civile, mais d'une manière très systématique. Il y a eu la COP à Montréal, au Palais des Congrès, et dans un événement, l'ICOMOS y était présent. Et dans un événement parallèle, je me suis retrouvé à un buffet en train de servir mon assiette à côté d'une des grandes personnalités environnementales canadiennes à qui j'ai posé la question anonymement s'ils avaient déjà, dans leurs travaux, évalué l'impact, l'influence qu'a pu avoir les luttes, des citoyens pour se réapproprier leur quartier, leur ville, leur patrimoine, et donc éviter de bazarder, de démolir, comme c'était la politique dans les années 70, sur justement cette question climatique et du modèle de développement durable ou non. Et il m'a répondu très, très sincèrement qu'ils n'avaient pas entendu parler d'études sur ce sujet-là. Et l'autre anecdote, c'est à peu près à la même époque, on avait une rencontre d'ICOMOS dans un paysage culturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en Autriche. C'est le paysage du Wachau, qui est un paysage des frontières de l'Empire romain viticole. Et on rencontrait le prieur de l'abbaye de Melk qui nous racontait que lui, à travers le métier, le travail des bénédictins sur une période de 1000 ans, ils ont des connaissances du climat à travers l'agriculture. Et donc, c'est les savoir-faire traditionnels qui étaient mis de l'avant. Depuis à peu près cette époque, beaucoup de choses ont changé. Il y a quelques jours à peine, le GIEC a sorti un rapport dans lequel il met de l'avant cette notion d'une attention particulière, peut-être pas au patrimoine, mais
au déjà bâti, comme dirait Claudine Déhomme, au déjà là, l'existant, qui est une source intarissable d'amélioration possible. Et pour vous donner une petite échelle, dans le cas de Montréal, j'ai vérifié tantôt auprès de Sonia Vibert de la direction du patrimoine de la ville, il y a à peu près un minimum de 70 000 bâtiments d'intérêt patrimoniaux ici. Donc, on n'est pas dans une situation où on a un ou deux ou trois petits monuments splendides, mais qui sont placés sur une carte. On parle vraiment de l'environnement bâti et c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, dans cette perspective, on a lancé 3 questions pour cet échange qui se fera sur une période d'1 heure. Donc, c'est assez compact, mais on espère qu'il y aura des suites. Tout le monde ici peut apporter les suites, que ce soit Christophe Rizet, Anne-Marie-France Bellec ou même Stephen Guilbeault à travers les programmes gouvernementaux sur cette réflexion de patrimoine et climat. D'abord, quels sont les impacts du climat et de ces changements sur le patrimoine? Est-ce qu'on a une connaissance de ça? Est-ce qu'on a des façons de le connaître? Il y a quelques années, on s'était dit le Mont-Royal pourrait être un objet à observer d'une manière très intéressante parce qu'il y a une diversité de patrimoines qui sont là. D'autre part, quelle est la capacité du patrimoine bâti de contribuer à la décarbonification, je vais bien le prononcer pour une fois, des stratégies de décarbonification locale ou nationale? Et en dernier lieu, quels seraient des outils qui nous seraient utiles? Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Christophe Rivet, puisqu'il préside le comité canadien de cet organisme qui a eu l'idée de placer sur le calendrier planétaire une journée internationale des monuments ici. Christophe. Merci beaucoup, Dino. Oui, quelle idée avons-nous eue il y a plusieurs décennies, mais cette idée a porté fruit parce que chaque année, nous poursuivons une thématique particulière et je pense que cette année, la question climatique est particulièrement cruciale. Donc, ce que je vais me permettre de faire, c'est vous présenter quelques diapos. Et juste un instant, évidemment, la technologie ne contribue pas quand on lui demande de contribuer. Juste un instant. Voilà, très bien. Alors, ces diapos, c'est vraiment juste pour mettre la table parce qu'on a l'intention d'avoir une bonne discussion. Mais en mettant la table, je voulais donner un titre à ces quelques commentaires qui est plutôt synthétique. Et non seulement synthétique, mais qui met l'accent sur ce qu'on veut atteindre, en fait. L'objectif de toutes ces discussions-là, c'est la réduction des émissions et c'est l'adaptation. Et vraiment, pour mettre l'emphase sur cette question-là, l'importance d'ajuster les méthodologies pour incorporer les approches de conservation du patrimoine et atteindre nos objectifs de réduction des émissions, c'est la teneur de mon propos aujourd'hui. Je vais mettre l'emphase sur la question des méthodologies, essentiellement le pourquoi on est encore en train de discuter de l'importance d'inclure la conservation du patrimoine. Et je vais reconnaître la contribution de mes collègues William McGarry, qui est le point focal d'ICOMOS sur les changements climatiques, et de Hannah Morrell, qui est coordonnatrice scientifique d'ICOMOS pour la réunion conjointe avec le GIEC. Je vais mettre la table en parlant du cadre de discussion, un cadre qui s'applique à la fois à la communauté internationale et au Canada. Vous donner un petit aperçu des impacts, même si je pense que la plupart d'entre nous avons quelques idées sur la nature de ces impacts, le travail d'ICOMOS et finalement ce point sur les méthodologies. Donc, le cadre de discussion, l'accord de Paris, c'est vraiment le point fort de cet élément-là. Et en particulier l'article 7 qui met en lumière l'impact sur les communautés et les cultures. Donc, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que l'encadrement des discussions sur les approches en lien avec les changements climatiques reconnaissent l'impact sur les communautés, reconnaissent l'impact sur les cultures, mais reconnaissent également la nécessité d'intégrer ces savoirs-là. Et le programme de travail de Glasgow Sharm el-Sheikh, qui vient tout juste d'être approuvé, là encore dans le cadre dans ce cadre international de réflexion et d'action, réitère cet élément-là dans l'article 9, la question de bien tenir compte de ces savoirs, d'une diversité de savoirs, et de reconnaître ce lien entre changement climatique et impact pour le bien-être des communautés. Le GIEC, comme l'a mentionné Dino, il y a plusieurs rapports qui nous rappellent
régulièrement que ces changements-là ont lieu, que nous atteignons des moments de non-retour même dans certains cas, et qui nous invitent à l'action. Ce qu'il faut noter, c'est que les prochains rapports, les rapports imminents, surtout celui par le groupe numéro 2, portera sur les villes et abordera de manière préliminaire l'aspect culture. Et finalement, je voulais également noter le fait que les objectifs de développement durable ont un lien fort avec cette question de relation entre le patrimoine et les changements climatiques, parce que dans ce cadre-là, il y a un lien évident entre l'adaptation au changement climatique et la conservation du patrimoine, en particulier les objectifs 11, 12 et 13, qui portent sur la culture, sur les villes, sur les changements climatiques et sur une société durable. Alors, quels sont les impacts? Là, je vous ai bombardé avec plusieurs photos. Je vais mettre en lumière peut-être certains impacts évidents, comme la montée des eaux. On a une image de Venise qui nous est bien connue. Mais prenons note également de ce qui nous attend, ou ce qui peut nous attendre. Ici, vous avez une image de Québec, la basse ville de Québec. Si on voit une augmentation de 2 degrés ou de 4 degrés, la basse ville de Québec est à risque, clairement. Donc, c'est une chose qui nous touche directement. Ça nous touche également par la fonte du pergélisol qui libère les gaz, c'est certain, mais qui met en péril également le mode de vie des communautés du Nord, l'infrastructure qui est présente, l'infrastructure patrimoniale. En parlant d'infrastructure, on a un ensemble de digues qui nous ont protégés depuis des siècles et qui maintenant sont à risque. Mais ce que ces digues font, c'est qu'elles protègent également des communautés qui sont établies depuis des siècles, que ce soit le long du Saint-Laurent chez nous ou même entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Et finalement, je vais mettre l'emphase sur, puisque je parle de lien avec les gens, je vais mettre l'emphase sur le mode de vie. Donc, le mode de vie des peuples autochtones est évident, qu'il sera atteint par le biais de ces changements-là, que ce soit l'accès des plantes, l'accès des animaux pour subvenir à leurs besoins, mais également tout le mode de vie qui est basé sur un lien fort avec la nature. Donc, tout ça pour indiquer que les répercussions et les liens entre changement climatique et patrimoine sont profonds, sont réels et ont un impact sur le bien-être des gens. Et c'est pour ça qu'on met l'emphase sur ce lien-là, c'est qu'on parle du bien-être des gens. Donc, le travail d'ICOMOS, il se décline en 3 grandes actions. En termes d'orientation, nous sommes une organisation qui, depuis plusieurs décennies, fournit des orientations générales sur l'ensemble des enjeux en patrimoine. Et nous le faisons, là encore, dans le cadre des changements climatiques. Ici, je mentionne le document produit conjointement avec l'UNESCO, qui vise tout particulièrement les sites du patrimoine mondial. Nous avons un grand nombre de comités experts sur les changements climatiques, sur l'efficacité énergétique, le développement durable, la carboneutralité. Donc, l'ensemble de la communauté internationale est mobilisée pour explorer ce lien, mais surtout mettre en lumière l'importance d'une approche du lien entre conservation du patrimoine et changement climatique. Et finalement, l'organisation est très active également en termes de mobilisation, d'intégration et de sensibilisation. Et ce que je veux mentionner tout particulièrement, c'est le lien avec les organismes internationaux, donc l'UNEP, par exemple, qui est l'Agence des Nations Unies sur l'environnement, l'ICLEI, qui sont les gouvernements locaux, je l'ai mentionné plus tôt, le GIEC et ECOP. Nous avons été présents, nous avons organisé des ateliers, nous avons fournit des orientations dans les rapports finaux. Donc, c'est une activité forte et constante. Et ici au Canada, tout particulièrement, notre comité, dans ce cadre-là, a également contribué à fournir des orientations. Nous avons fait des commentaires sur des projets de loi, par exemple sur celui sur le développement durable, sur les évaluations environnementales. Nous avons fourni des témoignages pour des rapports parlementaires également. Nous faisons partie de tous ces comités experts. Nous avons plusieurs Canadiens qui sont actifs et qui sont reconnus à l'échelle internationale comme étant des experts dans ces domaines-là. Et nous poursuivons cette approche de mobilisation et d'intégration, de sensibilisation, entre autres avec des liens avec les autres organismes patrimoniaux, mais également les groupes environnementaux. Mais il s'agit de reconnaître que c'est un énorme défi au Canada de
faire ce lien entre la conservation du patrimoine et les solutions que nous recherchons face au changement climatique. C'est une question qui est au cœur de notre action, qui malheureusement est un défi de très grande importance. Et une partie de ce défi émane donc de ces méthodologies, des méthodologies auxquelles je faisais allusion plus tôt. Les politiques appliquées présentement, que ce soit au niveau municipal, provincial, territorial ou fédéral, excluent des données qui sont associées avec l'existant. Comme le mentionnait Dino, cette expression de l'existant est importante parce que lorsqu'on pense patrimoine, on pense peut-être strictement aux objets identifiés, désignés, commémorés, mais en fait, l'existant correspond à un corpus de bâti beaucoup plus large et dans certaines circonstances, c'est un bâti qui est prépondérant dans les milieux urbains. Et donc, ces politiques excluent des données qui sont associées avec ces éléments-là et qui excluent également des approches d'intervention plus ciblées, l'idée de la rénovation, par exemple. Et ça, c'est fait au niveau des facteurs, des processus décisionnels et des solutions. En termes de facteurs, le carbone incorporé ne fait pas partie des méthodes d'analyse pour déterminer si le geste posé est approprié pour atteindre cette réduction-là. Et cette question de l'équation est particulièrement importante dans le cadre d'un existant qui a déjà dépensé une forme de carbone importante. Mais bon, je vais mettre l'emphase sur l'existant, comme je l'ai dit, et l'usage que l'on fait de ces lieux-là. En termes de processus décisionnel, l'analyse du cycle de vie, la question du code du bâtiment, l'analyse de l'efficacité énergétique, les études d'impact environnemental sont tous des processus qui ont des points faibles lorsqu'il s'agit de reconnaître la place du patrimoine. L'analyse du cycle de vie ne prendra pas en compte la question du bâti qui disparaît une fois qu'on le démolit. La question du code du bâtiment n'est pas encore adaptée à la réalité d'un bâti qui n'a pas suivi ce code du bâtiment depuis avant qu'il n'existe. Les analyses d'efficacité énergétique sont généralement dans le moment. Donc, on fait des analyses par rapport à l'existant dans le moment, par rapport à la performance d'un matériel dans le moment et ainsi de suite, alors que l'objectif, c'est quand même à long terme. Et finalement, donc, ces solutions qui découlent de facteurs qui ne sont pas complets et des processus décisionnels qui sont affaiblis par le manque d'inclusion de certains de ces facteurs, ces solutions-là ne sont pas nécessairement intégrées. Et si on vise une adaptation intégrée, complète et durable, il s'agit de faire attention à l'intégration de tous ces éléments-là. Et donc, on a besoin d'une approche cohérente et intégrée au niveau des politiques d'adaptation, des investissements et des programmes. Nous le voyons avec les annonces d'infrastructures. Généralement, on parle d'infrastructures nouvelles. Donc, la question de la rénovation, de la réhabilitation, les points d'interrogation demeurent. Et les programmes, généralement, vont cibler des aspects environnementaux sans tenir compte soit de l'opportunité ou de la nécessité de protéger un patrimoine existant. Le deuxième point sur lequel je veux mettre l'emphase, c'est que le patrimoine doit être protégé pour le bien-être des populations. Je vous ai indiqué le lien entre patrimoine et bien-être et le fait que les changements climatiques vont affecter ce patrimoine et donc le bien-être. C'est pour ça que ce lien-là est aussi crucial. Et à mesure que nous développons et nous adaptons nos nouvelles politiques, il est nécessaire de vraiment se concentrer là-dessus. Et le dernier point, c'est que la conservation du patrimoine contribue à la lutte, mais les politiques en place vont à l'encontre. Et ça, c'est probablement le point sur lequel je vais vous laisser pour commencer les discussions. C'est la nécessité de créer ce dialogue interdisciplinaire qui va nous amener à développer des solutions plus complètes. Pour conclure, des exemples. D'autres pays ont déjà produit des outils dont on va discuter aujourd'hui. Les actions sont déjà prises ailleurs et il est temps que nous puissions également poursuivre ce genre de réflexion à l'échelle canadienne et à l'échelle du Québec. Voilà, merci pour l'instant. Merci Christophe. On connaît beaucoup le Québec Inc. Là, tu nous as parlé du Carbone Inc. Il faudrait peut-être mettre un petit peu plus en avant dans les calculs avec la valeur du patrimoine et de l'existence. C'est très important. Par contre, il
faudra certainement qu'on développe un langage commun. Puis, la base des acronymes, ce n'est pas toujours utile. C'est un peu compliqué. Dernière chose, c'est très pertinent de mentionner les exemples d'ailleurs. Je sais que dans le cas du G8, à l'époque, c'était le G8 avant la Crimée. On pense beaucoup à l'Ukraine ces jours-ci. D'ailleurs, l'ICOMOS est au cœur d'une alliance pour le patrimoine dans ce dossier-là. Et on salue les efforts du Canada là, qui a versé 4,8 millions annoncés par le premier ministre, en partie venant de Parc Canada. C'est un autre sujet, on devrait faire une table ronde là-dessus, là, mais on pense à ces situations-là. Mais à l'époque du G8 de 2005, sous la présidence de Tony Blair, l'Angleterre et le Royaume-Uni avaient mis de l'avant un paquet de documents sur le patrimoine et ce qu'ils appelaient le Historic Environment, d'une manière un petit peu plus inclusive, et les changements climatiques. On va passer maintenant à Marie-France Bellec, qui est une architecte en pratique. Donc, comment est-ce qu'on introduit, comment est-ce que ces questions se posent dans le cadre d'une pratique professionnelle avec des projets, des programmes, des clients, et tout ça? Marie-France, à toi la parole. Merci, Dinu. Donc, moi, je suis plus spécifiquement consultante en enveloppe de bâtiment. Donc, je vais renforcer, là, à l'instar de mes collègues, l'importance du cadre bâti. Pour donner quelques chiffres, juste en résidentiel, il y a à peu près 18 de la consommation carbone, l'empreinte carbone du Québec qui se situe dans ce domaine-là, du résidentiel, et les 2/3 sont en chauffage. Efficacité énergétique Canada aussi a sorti un rapport en 2021. Et pour atteindre nos objectifs de carboneutralité de 2050, on devrait rénover le cadre bâti, faire des rénovations énergétiques de bâtiments. Donc, on parle de mécanique électrique, mais aussi beaucoup des travaux d'enveloppe, avoir des enveloppes plus performantes. On devrait rénover au moins 5 du cadre bâti qu'on a actuellement par année. Et actuellement, on est à un rythme de 0,7 %. Donc, on est très loin pour l'atteinte. Et à ce rythme-là, on parle de 142 ans environ pour atteindre nos objectifs. Il y a énormément de travail à faire et c'est démontré aussi souvent. Il y a des outils qui existent là, pour aider. Pour moi, c'est simple, c'est plus efficace. Il y a un avantage environnemental et culturel de rénover, mais il y a certains clients qui ont besoin d'outils pour être convaincus. Puis il existe un outil, on pourrait envoyer le lien tantôt, là, qui va aider à démontrer la différence entre les deux. C'est... je pourrais partager mon écran, je vais vous montrer une image, on va régler ça tout de suite. J'ai le même problème que Christophe tantôt. Voilà. Je ne sais pas si, est-ce qu'il est partagé? Oui, on voit très bien. OK, parfait. Donc, je vais remonter. Ici, c'est Carbon Leadership Forum qui a publié son outil CARE. Et on a ici l'exemple de ne rien faire avec les bâtiments et les tonnes de carbone qui s'accumulent avec les années. Le bâtiment vert ici, c'est la ligne, c'est plutôt la rénovation. Donc, on sauve beaucoup sur l'énergie grise. Avec le temps, on augmente un peu. Et construire à neuf, c'est la ligne bleue. Les deux lignes convergent, mais elles convergent à peu près dans 45 ans. Donc, dans 45 ans, les technologies, les problèmes sont différents. On a déjà de toute façon commencé à changer toutes nos fenêtres. Puis on peut voir franchement là, que d'un point de vue carbone, rénover, c'est gagnant. Je m'excuse, je vais arrêter le partage. Maintenant, changement climatique. Là, on parle, en fait, décarboniser, on parle beaucoup de lutte contre les changements climatiques. La conférence, on veut parler d'adaptation au changement climatique. Pourquoi la lutte, pour moi, elle est indissociable de l'adaptation? Si je peux prendre une image, là, on est dans un avion, puis on est en train d'amérir. Les moteurs ont brûlé. Et ce n'est pas vrai qu'on va dire, j'ai mon gilet de sauvetage en dessous de mon banc, je suis correct. Non, on va amortir le plus possible la descente, l'adoucir le plus possible, puis ensuite, on sortira les gilets de sauvetage. Décarboniser aussi, c'est important donc dans la lutte au changement climatique, mais aussi pour l'adaptation parce qu'on ne sait pas dans le contexte qui s'en vient si on a des coupures de courant qui sont plus fréquentes. On a un système hydroélectrique quand même aérien qui est relativement fragile avec les tempêtes. Donc, on veut pouvoir rester dans nos bâtiments le plus longtemps possible de façon le plus confortable possible pour le bien-être de tout le monde, la santé et aussi l'économie.
l'énergie peut se mettre à coûter beaucoup plus cher, on ne sait pas. Donc, pour ça, d'un point de vue économique et sécuritaire, c'est important que nos bâtiments soient plus performants qu'ils sont actuellement. Changement climatique maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, au Québec? Vous allez parler à un climatologue et la première chose qu'il va vous dire, il va vous parler d'incertitude. Donc, la seule certitude dans les changements climatiques qu'on a, c'est que les données historiques ne sont plus bonnes. On ne peut plus, toutes nos normes de construction, nos standards ont été fondés sur un climat de 30 ans et non sur le climat qui va être dans 30 ans. Pourquoi il y a autant d'incertitudes? Il y a 3 grands facteurs. Il y a la température, la météo elle-même. On ne contrôle pas tous les battements de papillons là, qui peuvent créer des tornades. Ensuite, il y a de l'incertitude par rapport aux outils puis aux mesures. Donc, les modèles énergétiques, les outils qu'on a, ce sont des inventions humaines. Donc, par définition, elles sont imparfaites. On les améliore constamment. Mais le troisième, c'est, à mon avis, le plus intéressant parce que là, on parle de démographie. C'est l'impact des avancées technologiques, socio-économiques et politiques. Donc, les politiques ont un impact sur les scénarios énorme et je vois mal quelque chose de plus satisfaisant au monde, j'imagine, que créer une politique. Et là, tous les climatologues du Québec sont fâchés parce qu'ils doivent revoir tous leurs scénarios. Donc, les scénarios, il y a des scénarios positifs et des scénarios optimistes et positifs et pessimistes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de personnalité, là, c'est une question de gestion de risque. Il y a des bâtiments qui ont une tolérance au risque qui sont plus grands que d'autres. Il y a un outil actuellement qui est très intéressant, qui vient justement des d'Ingénieurs Canada. Ça fait quelques années là, que le gouvernement fédéral se met à analyser ces bâtiments. Ils ont ciblé plusieurs bâtiments là, pour leur importance soit stratégique ou leur importance patrimoniale dans certains cas. Et ce protocole-là, c'est un protocole qui est privé, qui n'est pas disponible. On doit, à la fin de chaque projet, là, détruire nos copies jusqu'à preuve du contraire. Par contre, l'organisme Ouranos au Québec, qui est un consortium de professionnels là, basé à l'Université Laval, donne des formations sur ce protocole, mais aussi, il me semble qu'aux dernières nouvelles, il allait proposer aussi une méthodologie qui ressemblait à celle des CVIIP. L'acronyme, je sais que c'est pour climat. Le reste, je vous invite à aller voir. Le lien sera partagé. Donc, le CVIIP, c'est un outil, c'est une méthodologie que j'adore parce que c'est un groupe multidisciplinaire qui est formé pour analyser un bâtiment. On a un climatologue, consultant en enveloppe, architecte, structure, mécanique électrique. On va chercher des gens en transport. On va chercher des ingénieurs en hydrologie. Et le climatologue nous présente là, pour le site spécifique, parce qu'on a quand même une idée générale là, de ce qui va se passer un peu dans le monde au Québec, mais chaque site a ses spécificités. Et donc, on explique, on regarde, on situe, on choisit souvent un horizon de 60 ans et on analyse selon nos expertises et le bâtiment qui est en place, ses vulnérabilités. Il y a des événements qui sont peu probables, mais qui ont des conséquences énormes. Il y a des événements qui sont fort probablement que ça va arriver, mais les conséquences sont somme toute négligeables. Donc, en croisant les risques et les conséquences, on arrive avec une matrice, avec des pointages, et ça permet au gestionnaire d'immeuble d'avoir une très bonne compréhension de son bâtiment. Ça lui permet aussi d'investir stratégiquement là, dans son plan d'entretien préventif et aussi de prendre l'opportunité, s'il y a des travaux à faire, c'est l'opportunité de régler tel problème, etc., ou d'exécuter des travaux qui sont urgents. Donc, ça, c'est pour les projets qui peuvent se le permettre. Maintenant, il existe quand même d'autres choses pour s'informer, pour voir comment, par exemple, le Fonds vert en 2017 avait publié un très bon rapport qui était pour les gestionnaires d'immeubles. Le lien va vous être aussi partagé. Donc, c'était changement climatique, vulnérabilité et adaptation des immeubles. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un tableau. Je vais vous le présenter, le tableau. Il était dans mes... rapidement. Est-ce que c'est trop long? OK. Bon, ben, on pourra en parler, mais il existe quand même des choses pour les gens qui voudraient... Je vais sortir... pour les gens qui voudraient aller un petit peu plus loin là, dans leur pratique pour voir comment on peut s'adapter aux différents aléas climatiques.
qu'on va voir. OK. Bien, merci. Marie-France. Finalement, ce qu'on note, c'est qu'il y a tout un appareil qui est en place, dont certains trucs, là, on a appris qu'il y avait des outils qui étaient utilisés, mais dont il fallait détruire les données juste après. Alors, c'est quand même, on n'est pas dans du militaire ici, mais ça vaudrait la peine de voir qu'est-ce qui peut se faire dans des outils pratiques et comment, dans ces outils, pour reprendre les termes de Christophe, comment les dimensions patrimoniales sont prises en compte. On parle de questions de valeur, de mémoire, d'attachement, de savoir-faire, d'authenticité de plus en plus. Hein, c'est maintenant dans la loi au Québec. Alors, ce serait intéressant de voir, surtout s'il y a un modèle via Ouranos qui est un petit peu plus dans les traditions. Peut-être dans d'autres provinces, il y a des outils d'intérêt également. Alors, merci. On va passer à l'honorable Stephen Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors, on le salue. Puis, comme tout le monde, il doit être drillé maintenant à la Chambre des communes à faire des interventions minutées, mais substantielles. Merci, Dino. Stephen Guilbeault. Je serai bref. Merci à Héritage Montréal et Iconos de m'avoir invité ici. Contrairement à vous, je ne suis pas un expert, mais certainement quelqu'un qui s'intéresse depuis un bout de temps à ces questions-là. Peut-être deux choses que je voudrais dire. Alors, d'une part, il y a, et on en a parlé un peu, toute la notion de l'adaptation au changement climatique. On donnait quelques exemples de ce qui se faisait dans d'autres pays. Et là-dessus, je suis le premier à reconnaître qu'au Canada, on est en mode rattrapage. On a lancé l'an passé une série de 5 tables d'experts, donc qui n'étaient pas présidées par le gouvernement fédéral. On était là, bien sûr, mais qui étaient présidées par des experts dans différents domaines sur l'adaptation et les réponses d'urgence, l'adaptation et la santé, l'adaptation et les infrastructures. Donc, il y avait 5 groupes comme ça de tables d'experts qui ont produit des rapports qui ont été remis au gouvernement fédéral un peu avant les fêtes. Et nous allons lancer sous peu les consultations publiques sur l'élaboration de la première stratégie nationale de l'adaptation au Canada. Vous aurez compris que ce n'est pas une stratégie fédérale, mais on veut que ce soit une stratégie nationale. Donc, nous voulons l'élaborer en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, bien sûr, les municipalités et les détenteurs d'enjeux comme vous et d'autres qui vous intéressez à ces questions-là. Nous ne sommes pas prêts à faire face aux impacts des changements climatiques au Canada, et ça à plusieurs niveaux, certainement au niveau des bâtiments et des infrastructures. Et non seulement nous voulons développer une stratégie nationale de l'adaptation, mais on veut faire ça, on veut l'avoir adoptée avant 2022, ce qui, en termes de délai de politique publique du gouvernement fédéral, je dirais d'à peu près n'importe quel gouvernement, relève presque de l'exploit olympique. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. On l'a vu en Colombie-Britannique, par exemple, cette année, entre des feux de forêt, les dômes de chaleur, les rivières de pluie, à quel point nous sommes entrés de plein pied dans l'ère des changements climatiques et à quel point nous ne sommes pas prêts à y faire face. Alors, ça a toutes sortes d'implications, notamment au niveau de l'aménagement de nos villes, d'où l'importance d'avoir les municipalités à la table avec nous, l'aménagement du territoire, bien sûr, toute la question des espaces verts et du verdissement, qui sont des mesures qui vont permettre, par exemple, de réduire les îlots de chaleur, les îlots de chaleur urbains. On a même commencé, il y a eu quelques exemples qui ont été donnés de ce que le fédéral commençait à faire, et je pense qu'il faut être honnête, on est au début. Mais, par exemple, toute la question des investissements en infrastructure. Alors maintenant, nous avons commencé à investir en infrastructure verte. Donc, utiliser des dollars fédéraux qui, depuis des décennies, servaient à faire de l'asphalte et du béton. Bien là, tout à coup, on peut investir dans un parc comme celui que la Ville de Montréal est en train de réaliser dans l'ouest de Montréal, qui sera l'un des plus grands parcs urbains au pays,
financé par de l'argent d'infrastructure. Mais outre le fait d'avoir un parc, ce qui est toujours agréable, l'une des fonctions de ce parc-là va être de permettre de réduire les effets des crues printanières et des inondations dans cette partie-là de la région. Et ce genre de projet-là commence à faire des petits un peu partout au Canada. Donc, première partie de mon intervention, l'adaptation. La deuxième partie, je pense que la démonstration a été faite de façon assez éloquente sur la nécessité de rénover les bâtiments que nous occupons déjà plutôt que de les mettre à terre puis d'en faire des nouveaux. Et j'allais citer la statistique que Mme Bélec a citée là, sur la rapidité avec laquelle il faudrait faire ça. Alors, nous sommes engagés au fédéral à déployer des ressources importantes pour les programmes de rénovation éco-énergétique, par exemple. Et je comprends qu'on a des enjeux de déploiement présentement, notamment ce qui a trait au manque d'auditeurs qui sont en mesure de faire les audits énergétiques pour les bâtiments. Donc, nous investissons présentement dans la formation. Si ma mémoire est bonne, nous espérons en former plus de 2000 au cours des prochains mois parce que c'est vraiment un frein au déploiement. Alors, le programme étant quelque part victime de son succès, donc la demande dépasse beaucoup l'offre et notre capacité à répondre à cette demande-là. Mon collègue, le ministre Wilkinson, travaille avec son équipe à corriger le tir pour que ça puisse se faire le plus rapidement possible. Mais donc, à travers ces éléments-là, et c'est vrai qu'il faut travailler à la fois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque sinon, nous serons toujours dans un contexte où il faudra s'adapter si on ne réduit pas le problème à la source. Mais par contre, il faut également se préparer, mieux se préparer à faire face aux impacts des changements climatiques parce que nous y sommes déjà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Stephen Guilbeault, M. Guilbeault, M. le ministre, enfin honorable député. Moi, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de voir, dans toute cette infrastructure que vous êtes en train de mettre en place pour déployer des moyens, enfin, on apprend tout ce problème de formation. Il y a peut-être des liens à faire avec certains programmes de formation. Je pense à l'Université de Montréal qui a un programme en patrimoine qui est le premier au Canada qui pourrait peut-être aider à faire que ces programmes-là vont être au moins, non pas uniquement animés par une logique numérique, mais également avoir du cœur un petit peu parce que beaucoup de ces bâtiments sont des lieux humains. Hein. Le patrimoine bâti, ce n'est pas un phénomène, ça n'a pas été fait par des robots, là, ça a été fait par des mains humaines. Alors peut-être que c'est une dimension qui pourrait être ça. Mais merci de ce survol. On vous avait fait une annonce dans un plan d'adaptation il y a quelque temps. Là, alors, peut-être qu'il y a des éléments sur lesquels on pourra revenir tantôt. Moi, peut-être une question pour nos trois panélistes. Puis on en a deux, trois qui sont arrivés. Puis je pense que c'est Maude qui est la grande responsable de me refiler des questions. On va faire ça vite, hein, parce qu'il reste 15 minutes. Mais dans le cadre, le Canada est un des signataires de la Convention du patrimoine mondial, un des premiers signataires d'ailleurs. On a des sites inscrits sur la liste de l'UNESCO depuis 1978. Et c'était un des articles de cette convention encourage les pays à se doter de politiques générales qui intègrent la protection du patrimoine dans les programmes gouvernementaux. Alors, est-ce qu'on pourrait interpréter cette phrase de façon à intégrer justement une sensibilité au patrimoine, et notamment quand il s'agit d'environnement bâti patrimonial plutôt qu'un ou deux ou trois sites historiques ici et là? C'est peut-être une chose sur laquelle on peut réfléchir. Christophe, est-ce que vous, qui êtes les conseillers de l'UNESCO en matière de patrimoine mondial, est-ce que vous avez potassé la question? On n'a pas potassé la question. Oui, de façon concrète, là, pas d'acronyme.
Non, bon, je vais être léger sur les acronymes, mais je vais simplifier ma réponse en disant que cette corrélation est déjà faite par le biais des accords internationaux qui relient ce lien-là entre patrimoine et changement climatique. Donc, je pense que la conclusion, c'est que conserver le patrimoine, c'est une solution vers l'adaptation au changement climatique. Et donc, l'engagement que l'on a fait par le biais de la Convention du patrimoine voudrait que nos propres politiques reconnaissent ça pleinement. Et les politiques, sans cibler particulièrement le fédéral, parce que les provinces sont un petit peu dans le même bateau, les politiques qui visent l'adaptation au changement climatique, les programmes d'efficacité énergétique sont distincts des investissements faits en conservation du patrimoine. Et en fait, le déséquilibre est flagrant. Lorsqu'on parle d'investissement en patrimoine, on parle de quelques millions distribués de manière aléatoire versus des programmes en bonne et due forme qui vont investir dans la réhabilitation des bâtiments et ainsi de suite, mais pour l'efficacité énergétique. Donc, il n'y a pas d'alignement, en fait, entre cet engagement global où on reconnaît que la conservation, c'est une mesure verte, et les politiques au Canada. OK. Donc, il ne peut y avoir que du progrès sur ce front-là. Merci. Dinu, je garderai. Vas-y. Marie-France? Oui, je garderai un œil sur la nouvelle politique de l'architecture qui va sortir bientôt au Québec. Oui. L'architecture et l'aménagement du territoire. Hein? C'est les deux en même temps. Oui. Ça parlait d'aménagement, donc c'est les deux ensemble. Exactement. Donc, il devrait y avoir des choses intéressantes là-dessus pour la conservation. Ou l'esprit, en tout cas, l'esprit du lieu et la reconnaissance de la beauté, pas juste de la beauté, là, mais de l'intelligence des projets, puis l'apport culturel, etc. Donc, ça, c'est une dimension là, qui va être abordée au public très bientôt. Bon, très bien. Oui, ce sera public. M. Guilbeault, un commentaire sur ça? Vous êtes titulaire comme ministre de la Convention du patrimoine mondial, me semble-t-il. Vous avez, comme toujours, tout à fait raison. Barou. Et nous aurons des bonnes... Presque, du moins les quelques décennies depuis lesquelles je vous connais. On aura des bonnes nouvelles du côté fédéral sur cette question-là d'une politique nationale. Mon collègue, le ministre Wilkinson, avait amorcé, mon prédécesseur est toujours collègue, avait amorcé des travaux là-dessus lorsqu'il était à Environnement et Changement climatique. Je poursuis là-dessus et je pense qu'au cours des prochains mois, nous aurons des bonnes nouvelles à vous annoncer là-dessus. Bon. Il reste du travail à faire, mais ça s'en vient. OK, très bien. Merci. Maude, est-ce qu'on a quelques questions? On a quelques questions et justement, il y en avait une en lien avec le combat entre la conservation du patrimoine et la performance énergétique d'un bâtiment classé patrimonial qui est en rénovation avec le Centre Saint-Pierre. Donc, c'était l'une des questions. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre de l'avant dans leur plaidoyer ou leur argumentaire par rapport à ça? Est-ce que c'est la protection du patrimoine ou de la performance énergétique? Donc, peut-être que déjà, ça aura répondu à cette question, les annonces à venir ou le travail qui est fait. On sait qu'il y a un progrès de ce côté-là, on l'a compris, tant mieux. C'est une bonne chose de s'arrimer de ce côté-là. Mais ça fait peut-être le lien avec une autre question qu'on a reçue sur l'intérêt d'avoir des études de cas. Tu sais, on a des études de cas qui dans les années 80, le Canada, je ne sais pas quel Héritage Canada, je pense qu'on salue Nathalie Boule, qui est la successeur comme présidente de la Fiducie nationale qui est avec nous. Héritage Canada avait publié un répertoire de cas de conversion de bâtiments patrimoniaux réussis. Peut-être qu'il est temps d'en faire à l'échelle du Canada et là, ça amène une collaboration entre les métropoles, les niveaux municipaux, les provinces pour avoir des bons exemples. Tu sais, le Centre Saint-Pierre, c'est un magnifique projet qui en plus, qu'il y a une dimension sociale historique, c'est un lieu particulièrement intéressant. Est-ce qu'on a, Marie-France, est-ce qu'il y a des liens entre les professionnels comme toi? Est-ce que vous avez des cas mythiques, mais qui soient du patrimoine? Là?
Pas la peine de nous envoyer une chèvre dans un parc industriel. J'ai pas d'exemple sous la dent, là, mais mon premier réflexe, c'est qu'il y a il y a absolument pas de contre-indication de rénover un bâtiment patrimonial, de respecter le patrimoine et de devenir éco-énergétique. Il n'y a pas de problème. Là. Ça marche. Ça marche. Il y a des bons trucs. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails techniques, mais philosophiquement parlant, là, quand on regarde un projet, comme dans tout, on regarde le maillon faible, on s'attaque au maillon faible en premier. Donc, le maillon faible d'une enveloppe, c'est le trou, c'est la fenêtre. Donc, juste en faisant un travail de fenêtre, en respectant l'esthétique, Dino connaît bien ça, les fenêtres en patrimoine, on peut vraiment aider. À la hauteur de son budget, de tous les budgets, on peut augmenter énormément là, la performance énergétique avec des petites actions bien ciblées. Et est-ce que ça a besoin d'être fait par de la haute technologie ou on peut mobiliser nos forces des artisans? Parce qu'on a un autre problème au Canada, c'est que la main-d'œuvre traditionnelle est en voie d'extinction parce qu'on a tout transféré ce qui a bâti notre patrimoine sur une industrie du court terme, du ready-mix, mais qui ne dure pas longtemps. Est-ce qu'on peut faire de l'éco-énergie avec des artisans? Hein? Le ministre nous parlait du besoin de former des corps compétents, les auditeurs en énergie, mais est-ce qu'on pourrait aussi, je pense à ça, c'est une idée du mercredi, là, ça a le mérite d'exister, c'est à peu près tout. Maud, une autre question. Oui, certainement. Poursuivons. Merci pour les réponses. Donc, il y a une personne qui demande d'expliquer rapidement les raisons qui entraînent une hausse des émissions de carbone lorsque les bâtiments ne sont pas éco-énergétiques, sachant que la principale source d'électricité provient de l'hydroélectricité. Stephen. Donc, qu'est-ce que c'est cette hausse? En fait, il faut comprendre qu'au Québec, c'est vrai que l'hydroélectricité et l'éolien sont les principales sources de production d'électricité, mais dans le bâtiment, au niveau du chauffage, le gaz naturel et donc le thermique occupe encore une place qui est bien moindre que celle de l'électricité. Mais il y a peu de juridictions au monde où on chauffe avec l'électricité. Si vous parlez aux Européens de dire que nous, on chauffe à l'électricité au Québec, les gens ne vous comprendront pas. Ça ne se fait pas utiliser de l'électricité pour le chauffage. On est à peu près la seule place au monde où on fait ça. Par contre, dans plusieurs autres provinces, territoires, le thermique est encore utilisé pour le chauffage, que ce soit l'électricité est encore produite à partir de sources thermiques. Je pense à la Nouvelle-Écosse, 60% de la production d'électricité en Nouvelle-Écosse est encore au charbon et le gouvernement est déterminé à éliminer ça rapidement, mais il y a encore beaucoup de combustibles fossiles, donc de gaz à effet de serre dans la production d'électricité, ou des sources de chauffage thermique, que ce soit le gaz ou encore le mazout, qui est de moins en presque. Il en reste un peu au Québec, mais beaucoup moins, mais ailleurs au pays, c'est encore utilisé, d'où l'importance d'améliorer l'enveloppe énergétique des bâtiments et de les rénover lorsque c'est nécessaire de façon à diminuer le plus possible la consommation d'énergie. Puis de toute façon, peu importe, même si c'est une énergie renouvelable, la première chose qu'on doit faire d'un point de vue énergétique, c'est d'en perdre le moins possible. Puis après ça, on peut penser à modifier nos sources d'approvisionnement. Mais l'efficacité devrait être une donnée qui prime sur ce volet-là. Merci pour la réponse. Oui. Parfait. Si je peux me permettre de poursuivre, donc dans un ordre qui ne relève pas nécessairement du patrimoine en tant que tel, mais plus sur les normes de bâtiments. Je ne sais pas si on embarque. Hésitons. Il y a tellement de trucs sur le nouveau bâtiment. Là. On a à peu près 60 minutes sur le patrimoine pour une fois. Là. Oui, effectivement. Focus. Il y a une question à ce niveau-là, mais j'imagine que ça sera répondu avec les nouvelles normes en cours de toute façon. Donc, il y aura certainement beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Ensuite, on parle de la culture qui n'a jamais été une priorité dans les sociétés canadiennes. Les bâtiments patrimoniaux sont détruits continuellement. Et au Québec, il y a des sites archéologiques qui sont ravagés. Donc, comment comptez-vous investir ou bonifier les budgets pour intégrer l'importance du patrimoine dans le cadre de l'accélération des changements climatiques? J'ai l'impression que cette question s'adresse à moi.
Ça se pourrait, oui. Donc, je parlais tout à l'heure d'une politique à venir. Alors, c'est vrai que le Canada n'a toujours pas de politique sur cette question-là. Bien, il y a des volets dont on a discuté sur les rénovations, sur l'adaptation, le bâtiment et ainsi de suite. Mais spécifiquement là-dessus, comme j'en parlais tout à l'heure, le gouvernement fédéral va présenter un projet de loi sur une politique dans un avenir pas trop lointain. OK. Ben, le champ du patrimoine étant un champ partagé avec les provinces, notamment au niveau de la protection, c'est plutôt les provinces qui ont une responsabilité. Ce serait intéressant de voir comment l'arrimage se fait. Il y a beaucoup de variations dans le système, là, mais ça pourrait être intéressant de se donner des définitions communes aussi. Hein. Et est-ce qu'on a, parce qu'on parle de, la question soulève la notion des sites archéologiques. Tantôt, Christophe a mentionné le rehaussement des niveaux marins, mais finalement, les impacts du changement climatique sont très diversifiés, comme le patrimoine est extrêmement diversifié. Là, on parle des 70 000 bâtiments dont je parlais pour Montréal, c'est ce qui est avant 1940, mais Habitat 67, c'est un monument historique classé, c'est 1967 par définition. On en a plein des années 40, 50, etc. Ce qui fait qu'on a une diversité de systèmes constructifs. Est-ce qu'il y a un lieu au Canada où on peut espérer comprendre ou surveiller ou tu sais, Uranus fait des choses, mais c'est dans un cadre déterminé. Puis quand on parle de patrimoine, c'est les sites archéologiques, des bâtiments, des paysages, des ouvrages de génie civil et de patrimoine industriel. Finalement, il y a toute une gamme. Est-ce qu'on a une idée de... Parc Canada a une grande diversité de biens. Est-ce qu'ils ont un observatoire qui permettrait de... Je pense toujours avec mon idée d'avoir des exemples, tu sais, parce qu'on a les politiques, les programmes, les projets, mais aussi ça prend des exemples pour des cas d'études. Tu sais. Effectivement, Parc Canada est le plus grand gestionnaire de sites et d'immeubles patrimoniaux au Canada. Bon, une espèce de concours de circonstances historiques, pourquoi Parc Canada est devenu le responsable de tout ça. Comme la réponse courte à la question, c'est non. Il n'y en a pas. Ça fait partie du rattrapage. Je pense que tant chez Parc Canada que chez d'autres branches, si on veut, d'Environnement Canada, il y a un dialogue de plus en plus présent entre ces différents silos-là, parce que bon, c'est un peu de ça dont il est question, hein, je pense, et de comprendre les interactions entre les uns et les autres. Et je pense que du côté de Parc Canada, on est de plus en plus conscient, par exemple, des impacts des changements climatiques, que ce soit sur les bâtiments ou sur les sites, et des mesures qu'on doit prendre. Et là, c'est là où ça permet d'amener dans la conversation d'autres morceaux du gouvernement fédéral, d'autres branches, pour arriver à avoir une conversation qui soit, je ne dirais pas globale, mais pas unidimensionnelle. Alors, on n'est pas rendu à ce que vous proposez, vous et d'autres, sur la conférence aujourd'hui, mais je pense qu'on essaie de tendre vers ça. OK. Christophe, oui, vas-y. Tu as frayé dans Parc Canada un petit peu. Le projet de Grand Prix, c'est toi qui étais derrière ça un petit peu. Tu n'étais pas derrière. Oui, mais enfin, je ne vais pas faire de commentaires sur mes anciens collègues et puis ce n'est pas la nature de mon propos aujourd'hui du tout. Non. Mais je voulais en fait accompagner un petit peu le propos du ministre Guilbeault. Nous, on a fait la promotion d'une pierre deux coups plus d'une fois. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on témoignait sur l'importance d'investir dans le patrimoine, dans le cadre, par exemple, d'une révision de la loi sur le développement durable ou les investissements en environnement et ainsi de suite, je pense qu'il y a urgence, il y a suffisamment d'urgence pour se dire que les programmes gouvernementaux devraient viser des objectifs intégrés pour atteindre l'objectif ultime de réduire les émissions. Et ça, c'est là où l'action immédiate du gouvernement peut se faire. Vous parlez des silos, et c'est tout à fait compréhensible, mais il y a quand même suffisamment de preuves qu'on peut poursuivre ce genre d'idée. Le deuxième point d'une pierre deux coups que je voulais souligner, c'est que l'ensemble, si on prend l'exemple des lieux historiques nationaux, l'ensemble des lieux historiques nationaux qui donneraient cette diversité pour faire des modèles se retrouvent en fait à l'extérieur du parc de sites dont Parc Canada est responsable, c'est dans la famille des lieux historiques nationaux.
Et en fait, il y en a une grande proportion qui se retrouve dans les villes, dans les zones éloignées, et ainsi de suite. On aurait accès à une capacité d'observatoire assez puissante. Et le dernier point que je le ferai, c'est que 80% de la population du Canada vit dans essentiellement 6 villes. Donc, lorsqu'on parle d'enjeux et d'adaptation du bâti, on parle quand même justement d'un bâti qui est relativement ancien, le bâti existant. Et on parle également d'adaptation pour le bien-être d'une large proportion de la population de notre pays dans ces 6 villes. Le lien entre investir dans l'infrastructure, investir dans le patrimoine, investir dans les villes, investir dans l'adaptation des changements climatiques se fait de manière particulièrement évidente dans les villes et nous avons toute la matière pour explorer ces questions-là. Merci. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question, Maud, et puis Parfait. après ça, un tour de table pour conclure. Merci. Parfait, moi, ça me convient comme ça. Donc, ici, il y a une question qui demande, peut-on considérer au fédéral ou au provincial un coût relié à la démolition? Présentement, il n'y a aucune pénalité lorsqu'on démolit. Eh bien, c'est une très bonne question. Moi, je serais prêt à discourir, mais qu'en pensent nos panélistes? Est-ce qu'il y a des exemples où démolir, on se rappelle, je pense que c'est l'automne dernier, la présidente de l'Ordre des architectes de France qui a posé un geste, une déclaration en réclamant la fin des démolitions ou un moratoire généralisé. On n'a pas besoin de démolir. Est-ce que c'est quelque chose, ça fait un effet de toge ou est-ce qu'on a des indices concrets par rapport à cette question? Christophe? Bien, le commentaire que je vais faire, c'est que l'Europe se place à l'avant-garde de l'analyse de qu'est-ce qui doit être accompli pour combattre les changements climatiques avec l'existant. Donc, les politiques municipales, les politiques au niveau de l'État sont en train d'être axées sur la performance de quartiers, la performance des villes, la performance d'une typologie de bâti. Si on parle de ces politiques qui visent la performance, ça veut dire qu'on s'enligne également pour mettre un prix sur la disparition de cette performance-là. Et donc, oui, il y a déjà un alignement qui se fait dans d'autres juridictions sur ces questions-là. OK. Souvent, le domaine des frais ou des coûts comme ça se rapproche du mot taxe. Et est-ce que dans les visites du gouvernement, par exemple, d'un gouvernement, parce que ça pourrait être aussi au niveau des municipalités puis des provinces, est-ce que c'est des idées qui ont cours, Monsieur le ministre? Je ne la réclame pas, c'est juste une question de curiosité personnelle. En fait, on le fait déjà à travers la tarification carbone, oui. Où tout ce qui a presque tout ce qui a un impact GES fait l'objet d'une tarification. Bon, évidemment, ça dépend des provinces. Le Québec a son propre système. Donc, le système fédéral permet que des provinces aient des systèmes différents, mais qui doivent être équivalents à celui du gouvernement fédéral. Mais en fait, on parle en quelque sorte d'éco-conditionnalité ou de fiscalité verte. Et moi, je suis tout à fait favorable à ça. Je pense que notre gouvernement s'est battu jusqu'en Cour suprême pour la tarification carbone. Et nous sommes... c'est certainement un outil qui est très efficace. Bon, évidemment, la tarification, ce n'est pas une solution miracle non plus, mais ça peut certainement être un outil très puissant pour aider à encourager ou décourager certains comportements. OK. Bien, peut-être qu'il y a des... On comprend qu'il y a des choses qui s'en viennent. Vous avez parlé de consultations à venir. On espère que dans le document, il y aura un volet patrimoine, parce que sinon, ça nous éviterait de dépenser de l'énergie, faire des gaz à effet de serre pour le réclamer. Mais il y a peut-être aussi des occasions pour amener des propositions comme ça, comme ce genre certaines qui viennent des questions qu'on a. Alors, peut-être, je donnerai une dernière fois la parole à nos 3 panélistes pour quelques mots de la fin, et puis on pourra conclure parce qu'on sait que le temps est compté. On vous remercie infiniment. À commencer par M. Guilbeault. Une réflexion? Honnêtement, j'ai dit pas mal tout ce que j'avais à dire. Vous êtes allé au bout de l'étendue de ma connaissance sur ces sujets-là, mais merci beaucoup, parce que l'idée, ce n'était pas tant pour moi de parler que d'écouter également. Et j'ai beaucoup apprécié les présentations ainsi que les questions qui ont été faites. Merci énormément. Bien, merci. Christophe?
Simplement pour mettre l'emphase sur la relation entre l'humain et la conservation, et c'est pour ça qu'il y a un lien évident avec les changements climatiques. On a parlé quand même pas mal de chiffres et d'aspects relativement techniques et d'acronymes, mais il ne faut pas oublier, perdre de vue le fait qu'on essaye de créer un environnement pour l'être humain. Et donc, il est essentiel que nos politiques commencent à vraiment bien intégrer cette notion-là. Mais merci pour l'invitation à tous. C'était très intéressant. Merci. Merci. Desideram meliorem patriam, hein, c'est bien connu. Marie-France Bellec, le dernier mot à l'architecte. Oui, souvent j'utilise une image là, pour expliquer la complexité de la situation. Puis on me demande, en fait, si je veux construire ma maison pour réduire les changements climatiques, je vais la construire en paille. Mais si je veux construire ma maison pour m'adapter aux changements climatiques, je vais la construire en béton. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, maintenant, pour expliquer la simplicité du débat, Dinu de me répondre, mais voyons, Marie-France, la maison existe déjà. On rénove. Ouais. Merci. On fera un autre débat sur le béton. C'est d'ailleurs un grand générateur. Oui. Merci énormément. C'est un court échange, mais extrêmement substantiel. Et on a eu le bénéfice de 3 regards complémentaires. On a compris qu'il y a des choses qui s'en viennent. On va être très attentifs et on essaiera de contribuer pour que ce soit le meilleur possible. Le rattrapage est urgent, n'est-ce pas? Et nous, à Héritage, on a les silos bâtis comme patrimoine, aussi bien dans le Vieux-Port qu'en Saskatchewan ou au Manitoba. Donc, il ne s'agit pas de démolir les silos, mais de créer des portes plutôt que des murs. Alors, on vous remercie infiniment. Je remercie la Maison du développement durable également et je passe la parole à Maude pour la clôture de cet échange. Merci, Dinu. Effectivement, on aurait pu parler pendant longtemps, je pense, de tous ces sujets. C'est très intéressant, très pertinent aussi. On espère vous revoir en un autre temps pour pousser encore plus loin le sujet. J'aimerais remercier nos partenaires de programmation, évidemment, donc Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, la Ville de Montréal, les panélistes aujourd'hui qui ont pris de leur précieux temps pour venir discuter avec nous sur le sujet du patrimoine. Merci à notre public pour les questions qui ont été abordées. Nous enverrons donc par courriel tous les liens, informations qui ont été discutées aujourd'hui. Les participants vont pouvoir avoir accès à cette information ainsi qu'un sondage de satisfaction sur l'événement. Et l'événement qui a été enregistré sera disponible sur notre chaîne YouTube de la Maison du développement durable dans les prochains jours. Encore un grand merci à tous et à toutes.